Aujourd'hui, c'est une journée vraiment importante. Tout le travail qu'on a fait se conclut aujourd'hui par une résolution condamnant ce pays, qui est le Rwanda, pour tout ce que ce pays a fait de mal au Congo. On est face à un enfant qui répond. On lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués. Aujourd'hui, grâce à Pierre Compagnie, on a voté une résolution super importante qui réaffirme la souveraineté du Congo et qui condamne les exactions de la milice M23. En tant que Belgique, en tant qu'Union européenne, on ne peut pas rester silencieux, on doit agir et je suis vraiment heureux que ça ait été voté à l'unanimité et on est vraiment fiers d'avoir Pierre Compagnie. On est évidemment très content que le texte soit approuvé à l'unanimité. On a une pensée pour les familles et les citoyens qui sont à l'est du Congo et puis une pensée pour Pierre qui s'est battu vraiment pour ce texte. Moi, j'ai vraiment été très touchée par ce que Pierre a dit. Ça venait vraiment du cœur et honnêtement, je suis très fière de lui et je suis fière de l'avoir comme collègue ici à la Chambre des représentants. Très heureux aujourd'hui que ce texte vient d'être approuvé par la Belgique, par le Parlement fédéral. Saluer tout le travail que Pierre Compagnie a pu réaliser avec son collaborateur pour pouvoir présenter ce texte aujourd'hui au Parlement. Et donc c'est un moment important donc, cet après-midi puisqu'on a eu un soutien donc, à l'unanimité de cette résolution qui a été portée par Pierre. Donc je pense que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc on l'a senti très ému lors de sa présentation. Il a fait une très belle prestation. Je pense que c'est vraiment donc, un signal très important du soutien de la Belgique au peuple congolais. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voté une résolution très importante en faveur donc, de l'Est du Congo et tout ce qui se passe là-bas. Et je suis vraiment très fier pour deux raisons. La première, parce que c'est via Pierre Compagnie, membre des engagés, et aussi toutes ces attaches qu'il a avec le Congo, comme l'État belge, mais Pierre Compagnie, chez nous, chez les engagés, représente en tout cas cette part du Congo qui est tous dans nos cœurs. Et je suis vraiment content que Pierre ait obtenu une unanimité aujourd'hui à la Chambre, ce qui est assez rare, opposition-majorité, qui ensemble décident de dire non, stop, ça suffit. Nous devons imposer des sanctions aux personnes qui créent le malheur des Congolais et des Congolaises qui vivent dans l'Est du Congo. C'est fini, merci. Heureux de la fin de cette journée. Le texte de résolution sur les problèmes posés à l'Est du Congo a été adopté à l'unanimité, d'abord hier au Conseil, en commission, aujourd'hui en plénière à la Chambre fédérale de la Belgique. Et je crois, ce n'est pas une victoire pour moi tout seul, c'est une victoire que je partage avec les Congolais, les Belges, qui désormais savent qu'on a raconté beaucoup de mensonges par le passé. Maintenant, nous allons découdre ces mensonges. Merci. Bonjour tous, bienvenue à Planète Info TV. Aujourd'hui, je vais essayer de faire, disons, une espèce de parallélisme donc, entre deux dirigeants, un dirigeant en Afrique et puis un autre en Europe. On va commencer par celui, le sanguinaire, l'homme qui fait troubler, qui met en eau trouble l'Afrique centrale. Il s'agit ici de Kagame. Et en Europe, nous allons parler de Macron. Je vais essayer de faire une espèce de politique comparative entre ces deux personnes pour essayer de vous faire voir comment de tels dirigeants qui ne vivent que par le mensonge, qui ne vivent que de la manipulation, par la peur et la trahison aussi. Donc c'est ces deux personnes et c'est ce qui explique le fait qu'ils sont devenus de grands amis. Vous voyez, et vu que l'un est le commanditaire et que l'autre est l'exécutant, ils semblent bien quand même faire marcher leurs choses, au détriment bien sûr de l'humanité. On va commencer par Kagame, un mec qui avait été formé par les Américains à faute d'elle, donc il avait été envoyé aux États-Unis. À ces moments-là, Habyarimana qui a été président du Rwanda et qui croyait donc
a une espèce de parapluie, disons, dans la couverture de la Belgique et des États-Unis. Hein. Euh, Parce que au fait, à ce moment-là, il y avait Kagame qui était encore, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il travaillait hein, pour Museveni en Ouganda, où hein, il disait aux gens qu'il était ougandais. Hein. En Ouganda, Kagame, il y travaillait comme, donc, en tant qu'Ougandais, pas en tant que Rwandais. Hein. Alors, avec Museveni lui-même, hein, donc une chose que je devrais préciser ici est que Museveni lui-même, il est d'origine rwandaise. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Museveni qui a grandi dans une famille des Baganda, dans ce qui veut dire de Ougandais, qu'il avait reçus au moment où il était encore très jeune et qu'il disait qu'il avait, je ne sais pas, perdu son père ou que si son père l'avait envoyé étudier en Ouganda. Le livre est là, j'oublie les titres, je vais essayer de faire la recherche de ces titres-là et puis je mettrai ça dans le commentaire. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Museveni aussi a fini par éventuellement par devenir président de l'Ouganda. Vous voyez? Donc au travers de mensonges, de choses comme ça. Vous voyez? Donc la fille, hein, comme je le dis, qui a grandi avec Museveni, qui connaissait bien Museveni et qui disait que son nom, ce n'est même pas Yoweri. Hein, c'est pas Yoweri. Donc, se parer avec les gens comme les Kagame. Donc, alors, Kagame qui évolue en Ouganda en tant que chef de service secret de Museveni, il est accusé de beaucoup de choses, hein, d'avoir commis beaucoup de meurtres, d'avoir tué beaucoup d'Ougandais en Ouganda. Alors, comme nous le savons tous, en 93, disons en 91, c'était depuis 90, c'est pas 91, que la guerre avait commencé au Rwanda, et 4 ans après, il finit par prendre le pouvoir. Hein. On ne va pas revoir tout ce qui s'est passé là-bas parce que tout le monde sait ce qui s'est passé au Rwanda. Donc Habyarimana meurt, l'FPR défait le parti au pouvoir d'Habyarimana et puis il prend le pouvoir. Et à partir de ce jour-là commence la plus grande manipulation que l'Afrique centrale ait jamais connue. Hein. Donc vous avez un monsieur qui est venu avec un agenda et l'agenda c'était que sans laisser, hein, donc avec le temps, à travers les dossiers de la CIA qui avaient été dévoilés par Assange, hein, l'Australien, le patron de Wikileaks, hein, si vous vous souvenez très bien, hein, quand il a fait sortir tout ce qu'il y avait comme les câbles du FBI et de la CIA, eh bien voilà. Donc il y avait déjà un agenda. Et cet agenda-là, c'était que Kagame devrait prendre le pouvoir. Hein, et une fois qu'il aurait pris le Rwanda, la prochaine cible, c'était le Zaïre, hein, devenu aujourd'hui Congo, donc le pays de Mobutu. Il fallait dégager Mobutu. Donc bref, il y avait tout un plan, vous voyez, pour installer les Tutsis, pour que l'empire Ima-Tutsi puisse dominer l'Afrique centrale. Bon, vous voyez, alors Kagame arrive là au Rwanda en 1994. Il s'assure tout d'abord hein, donc la bonne prise du pouvoir et puis il fait asseoir son administration. Et la prochaine étape, c'était la guerre au Congo, ce que nous continuons de vivre aujourd'hui. Et alors, le mensonge, c'est lequel? Voilà, il y a une population d'origine rwandaise au Congo, une population qui est maltraitée. Et je vais aller là-bas pour aller secourir ces gens-là. Alors qu'il y avait déjà tout un plan, vous voyez, avec les Américains qui voulaient surtout occuper en fait toutes les zones riches, hein, donc en Afrique centrale, parce qu'il y avait déjà un plan, et surtout pour tout le monde qui a lu les livres du général Zbigniew. Hein, c'est un général d'origine, je dirais d'origine à travers son nom, hein, c'est pourquoi je ne pourrais même pas bien prononcer son nom. Nous on l'appelle Zbigniew, mais
Ouais, c'est comme ça que son nom se prononce. Il est d'origine, en fait, ses parents sont d'origine polonaise. Alors, il a écrit un livre, hein, donc les 100 prochaines années. Vous voyez, donc la politique américaine dans le monde, comment les États-Unis, au fait, comptaient dominer le monde. Vous comprenez? Alors, dans cet ouvrage-là, il évoque l'idée des Américains d'occuper au fait, des zones stratégiques, surtout là où il y avait de matières premières et tout ce qui pouvait leur offrir de l'énergie, hein, donc matières premières et les choses comme les centrales électriques et tout ça, hein, parce que tout pays qui a de l'énergie, selon eux, l'énergie c'est le pouvoir, l'énergie c'est la puissance. Vous voyez, les matières premières aussi, c'est la puissance. Alors le Congo, les États-Unis avaient comme idée de retirer ça de la domination de la Belgique et de la France. C'était ça l'idée, vous voyez. Alors comment arriver au Congo? Ce n'était pas facile. Il fallait passer par Kagame. Donc Kagame qui devait faire tomber Habyarimana. Et comme le Rwanda a des frontières avec le Congo, donc ça allait devenir un chemin facile pour eux. Et c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Alors il arrive au pouvoir, ça c'est le mensonge, et puis la manipulation. Vous comprenez? Donc à partir du génocide rwandais, on connaît l'histoire, c'est la manipulation, voilà. Il y a eu autant de morts, 800 000 morts. Et ils nous viennent avec de vocabulaire de négationnistes ou je ne sais pas. Vous comprenez toutes ces histoires-là, hein? Donc, dès que vous dites que non, voilà, c'est pas ça. Bien sûr, nous tous, on reconnaît qu'il y a eu génocide, mais on commence par le nombre de gens qui sont morts. Vous voyez, parce que c'est là a été même. Il y avait des doutes qui avaient été émis par BBC, hein, BBC qui avait sorti une émission qui doutait du nombre. Vous comprenez? C'est une histoire, en fait, BBC a sorti, il y avait disons, c'était un documentaire dans lequel il racontait que non, le nombre avancé par le gouvernement français n'était pas correct, parce qu'à ce moment-là, tuer entre 800 000 et 1 million de personnes, au moment où les Tutsis étaient, je ne sais pas quel nombre au Rwanda, c'était pas possible. Mais qu'à cela ne tienne, Kagame avait fini avec sa manipulation et ses mensonges, hein, donc surtout en Occident, dans des pays occidentaux tels que les États-Unis, le Canada, la Belgique. En tout cas, il avait déjà fini par convaincre un grand monde. Ok, et c'est comme ça qu'il était soutenu, il faisait ce qu'il faisait, il a commencé la guerre du Congo, donc en RDC, et jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, c'est la continuation de cette guerre-là. Alors, à ces moments-là, vu qu'en France, hein, nous nous rappelons tous, il y avait des présidents qui quand même s'opposaient un peu à Kagame, hein, qui n'étaient pas d'accord avec sa politique, vous voyez, des manipulations, de mensonges. Vous vous rappelez de présidents tels que euh, euh, Jacques Chirac, il y avait aussi François Mitterrand, hein, lui qui avait envoyé les militaires français, hein, lors du génocide au Rwanda. Et après, il y a eu Sarkozy. Alors, parmi tous ces présidents, c'est lui qui avait commencé avec la politique d'embrasser un peu le Rwanda, c'est Sarkozy. Et je crois qu'il y a un grand parallèle, au fait, hein. Donc, il y a une grande ressemblance entre la façon de mener la politique française en Afrique, entre Sarkozy et euh, Emmanuel Macron. Ça, je crois que la plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi. Ces deux personnes-là se ressemblent vraiment. Alors que François Hollande avait préféré mener la politique française en Afrique d'une autre façon, un peu différente, de façon différente euh, d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy. Maintenant, parlons d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron arrive au pouvoir, ok, comme nous le savons tous, et donc après François Hollande. Hein, et petit à petit, on voit le changement de la politique française, surtout par rapport à l'Afrique centrale. Tout commence à changer, tout commence à devenir... donc c'est une espèce, non, vous savez, il y a eu génocide, la France doit revoir sa politique, nous devons essayer de revisiter quelques dossiers, tels qu'un, à commencer par qui a tué Habyarimana, et là ça devient un dossier, vous voyez, donc déclassé,
hein. Donc la France accepte de perdre donc le pilote français qui pilotait cet avion, et aussi il laisse tomber hein, donc les familles de ces pilotes qui se battaient pour avoir quand même quelque chose. Ça, c'est Macron. Vous voyez, et il fait ouvrir des enquêtes qui se terminent donc en queue de poisson, donc sans savoir exactement ce qui s'est passé. Et tout ça pour qu'il puisse reprendre, vous voyez, donc sa relation avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, entre-temps, surtout durant la période de François Hollande, le Rwanda était trop dur, hein, donc Kagame parfois prononçait des discours très durs vis-à-vis de la France, vous voyez. Alors pour Macron, c'était une façon de changer sa politique, mais en réalité, ce n'est pas que Macron aime le Rwanda, non. Macron, nous, on ne savait pas, alors que ce que Macron visait principalement, c'était les richesses du Congo. Vous voyez, et si vous vous rappelez très bien, on va commencer par la francophonie, euh, qui à ce moment-là était dirigée par une Canadienne. Hein, si je me rappelle bien, j'oublie le nom de la dame, mais ça viendra. Voilà, Michael, hein, Michael Jean, exactement. Hein, qui fut, donc, elle est d'origine haïtienne, mais donc, disons, elle est canado-haïtienne, hein, donc elle évoluait au Canada et tout ça. Elle était la secrétaire générale de cette organisation, mais Macron avait tout fait alors, tout fait pour la mettre de côté, hein, et pour prendre celle qui se trouve aujourd'hui, celle qui est devenue secrétaire, en fait celle qui est la secrétaire aujourd'hui, Louise Mushikiwabo. Vous voyez, c'était disons, des opérations, hein, donc Macron faisait des yeux doux à Kigali et tout ça. Bon, à ce moment-là, nous ne comprenait pas ce qu'il cherchait Macron. Alors qu'en réalité, vu la crise financière que connaît la France aujourd'hui, Macron était à la recherche, hein, vous voyez, il était à la recherche donc des zones, hein, de zones là où il y a de minerais stratégiques au niveau du Congo et qu'à tout prix, il devait commencer à coopérer avec Kagame. Et c'est ce qui en fait, c'est ce qui est devenu le cas. Il a fini par convaincre euh, les voleurs de Kagame. Et donc, ce qui veut dire que c'est un grand voleur qui, lui, Macron, qui dit aux petits voleurs, écoutez, vous allez m'aider et puis bon, vous allez commencer donc nous allons commencer à nous partager les dividendes. Mais combien gagne le Rwanda dans ces opérations, on ne sait pas. Mais on sait que pour la France, ça représente quand même quelque chose de bien. Vu sa politique en France, où il a énormément échoué, où il est détesté par la population, je crois que pour Macron, c'était une espèce de euh, comment dirais-je? Donc il cherchait quelque chose qui pouvait lui aider pour voilà, se remettre sur hein, donc c'est refaire une bonne image en termes de politique en France. Vous voyez, parce qu'il a tout perdu, euh, politiquement tout d'abord parlant. Macron, disons, sa cote de popularité est tellement au très bas niveau pour le moment. Alors, je crois qu'il cherchait comment faire pour essayer de faire revivre un peu l'économie française, et surtout que les choses ne marchent pas. Alors, il s'est rallié avec Kagame, ils sont partis au Congo, et là, c'était maintenant la manipulation. Vous voyez, la manipulation a commencé avec France Inter, les télévisions françaises telles que France 24, qui, comme Macron l'a dit il y a 2 ans, hein, il y a 2 ans ou une année et demie, que voilà, la France allait mettre tout en œuvre pour utiliser, hein, vous voyez, toutes ces plateformes hein, pour passer le message français. Vous voyez, en réalité, ce n'était pas de faire passer le message de la France, mais c'était pour manipuler. Vous voyez, donc manipuler les téléspectateurs, manipuler les auditeurs, vous voyez, et c'est ça. Donc, c'est cette propagande-là. Donc, Kagame va faire mon boulot et moi, je te défendrai. Vous voyez, il va y avoir des émissions hein, sur France 24, sur France Inter, hein, et sur d'autres chaînes, vous voyez, donc françaises, qui essayeront d'expliquer la chose autrement en français. Hein, contrairement à la vérité, contrairement à la réalité. Et malheureusement pour le peuple congolais, le pouvoir de Tshisekedi, hein, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a pas su avoir une bonne diplomatie.
hein. Non, c'est quelqu'un qui, apparemment, il est dépassé par les événements, il a une très mauvaise politique, sa façon de faire les choses. Et si j'ai dit ça, tout d'abord, pensons tout d'abord à la corruption au Congo. Aujourd'hui, il y a la corruption qui tue le Congo. Vous avez des gens qui vous volent. Et les Congolais de la RDC ne volent que des millions, hein. Apparemment, pour ces gens-là, tu n'entendras jamais un ministre accusé d'avoir volé 30 000 dollars, 100 000 dollars. Non, c'est souvent 10 millions, 200 millions, 80 millions. Et vous avez le président Tshisekedi qui laisse faire toutes ces choses-là, sont acceptées, acceptables au Congo, en RDC. Et ça, c'est un grand, grand défaut. Et aussi, l'armée congolaise, aujourd'hui, en voyant ce qui se passe, la façon que le M23 malmène l'armée congolaise, hein, vous voyez, ça fait très mal. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et si vous posez la question aux Congolais, ils vous diront, écoutez, nous on est infiltrés. Mais moi, je me pose la question. Tshisekedi est au pouvoir, ça fait depuis 6 ans, hein, 6 ans qu'il est au pouvoir. Et l'armée, ça prend combien de temps pour former l'armée? Et surtout qu'il y a des listes qui lui avaient été remises, hein, de listes avec des noms, vous voyez, des généraux et des colonels rwandais qui avaient été mixés, hein. Parce qu'il y a au moins, disons, 10 ans ou 15 ans, il y avait eu cette politique-là en RDC qu'ils appelaient mixage et brassage, où les rébellions pro-rwandaises, hein, venaient avec leurs soi-disant généraux et colonels, mais en réalité c'est des Banyamulenge, donc ce sont ces rwandophones-là congolais, hein, qui étaient dans la rébellion. Et la plupart d'entre eux n'ont même pas été sur le banc en fait, ils n'avaient jamais été sur le banc de l'école, hein, ou s'ils avaient été sur le banc de l'école, disons, ils avaient été jusqu'en sixième primaire, ou peut-être au niveau du lycée, hein, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas de bac, donc n'étaient pas des diplômés. Vous voyez, donc sur le plan intellectuel, c'est des gens qui ne pouvaient pas vraiment, vraiment bien s'exprimer. euh, et puis, l'esprit analytique, hein, vous voyez, est un peu bas. Donc, c'est un niveau pas assez quand même, euh, euh, pas très, très bonne. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui ne savent que se battre et tuer, ou être tués. C'est ça vraiment leur travail. C'est exactement comme Kagame. Vous voyez, Kagame n'est pas allé loin dans ses études. Moi, je crois que quand on regarde même ses interviews, hein, donc, on va remarquer une chose, c'est que sa façon de s'exprimer, franchement, des fois, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Pour un président qui pense bien, il peut être, c'est que les gens, hein, donc, nous casse les oreilles matin, midi, soir, qui, voilà, c'est un bon leader, c'est un merveilleux leader, mais cela n'empêche pas que sur le plan, euh, donc, quand il s'agit de s'exprimer devant les caméras du monde, Kagame, trop souvent, en tout cas, il déconne, hein, il est souvent à côté de la plaque. Mais ben, quand les services, disons, quand les services secrets occidentaux, hein, donc, vers lui donner cette image-là, donc, d'un grand président, d'un grand leader, et que vous avez euh, ces institutions-là de Bretton Woods, telles que le FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui nous donnent des chiffres fictifs très souvent, vous voyez, pour donner à Kagame de la valeur en disant que voilà, c'est un bon gestionnaire, c'est un bon leader parce qu'il a fait ça et ça. Non, il s'agit de gonflement, hein. Ils vous gonflent de chiffres, vous voyez, ils ajoutent des choses que eux-mêmes savent que c'est des faussetés, hein. D'ailleurs, il y a au moins, il y a 2 ans, cela avait été confirmé par ces mêmes institutions. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé entre eux et Kagame. Et voilà, les institutions ont révélé que non, euh, les services, euh, les services financiers français, trop souvent, gonflent les chiffres. Vous voyez, ils gonflent les chiffres, donc en matière de commerce, par exemple, ce qu'ils font avec d'autres pays. Ils vous parlent de bénéfices qu'ils n'ont vraiment pas pu obtenir, vous voyez. Et en ce qui concerne euh, donc plein de choses, hein, plein de choses, voilà. Alors,
comparaison entre ces deux dirigeants dont vous allez comprendre. C'est comme Macron aujourd'hui, en ce qui concerne la politique de la guerre en Ukraine, c'est quelqu'un qui vient d'être exposé aussi. Trop de mensonges. Vous voyez, trop de mensonges. Et si vous aviez bien suivi, il y a eu une vidéo qui s'est, en fait, dans laquelle Macron était arrivé au bureau ovale. C'était vers le début du mois de mars en 2025, début du mois de mars. Et même Trump l'a dit, il a dit non, mais j'étais à Paris, hein, j'étais à Paris, et puis Macron a eu euh, une conférence de presse dans laquelle il racontait des histoires, et puis par après je lui ai posé la question et je dis mais j'ai entendu parler du French Deal, mais qu'est-ce que tu disais? Il dit Macron m'a raconté des histoires, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai demandé à mes conseillers, mais ils m'ont dit c'est le contraire de ce que Macron t'a dit. Et là, il l'a dit à Macron en face, il dit non mais c'est pas bien. Tu vois, ce que tu m'avais dit, hein, tu vois. Et en ce qui concerne la Russie, aujourd'hui, nous apprenons beaucoup de choses où Emmanuel Macron ne fait que mentir, ne fait que manipuler les autres membres de l'Union européenne. Donc, vous voyez, quand on a des gens comme ça, dont de tels présidents, ces deux personnes-là représentent un grand danger pour le monde, pour l'avenir du monde. Et c'est pourquoi je pensais quand même faire cette petite émission pour essayer de veiller surtout la conscience africaine, hein, de ne pas tomber sous la politique, hein, donc de charme de gens comme Kagame, de gens comme Museveni. La plupart de ces présidents que vous voyez dire que nous voilà, nous sommes des panafricanistes et tout ça, mais qui en réalité, vous voyez, travaillent pour l'ennemi ou pour les ennemis de l'Afrique. Vous voyez, Yoweri Museveni en Ouganda, Kagame, c'est des petits présidents qui en réalité hein, travaillent pour le pays tels que les États-Unis, la France, l'Angleterre, vous voyez, pour faire le sale boulot. Réaliser les sales boulots en Afrique, c'est ça leur travail. Alors, je vais peut-être continuer donc dans un autre volume, donc avec cette émission. Je préfère me limiter par ici. On va continuer avec un deuxième volume, hein, donc éventuellement. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission et laissez-nous vos commentaires hein, donc, en bas, juste pour nous laisser savoir ce que vous pensez de cette émission. Ok? Merci et bonne journée. Au revoir.